Vive polémique au Cameroun sur la taxation des tontines. Le projet de loi des finances 2022 est à la quête de nouvelles niches de financement et une certaine opinion soutient que l'État s'en prend aux pauvres. C'est le sujet majeur de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International que nous allons déblayer avec les éclairages d'un spécialiste sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'accueillir la rétrospective de l'information chez vous, le rendez-vous dominical, le magazine qui revient sur l'actualité majeure de la semaine. Notre invité est un consultant permanent auprès des bailleurs de fonds, des donneurs d'ordre internationaux. Il est spécialiste en questions de fiscalité et économique. Docteur Jean-Marie Biada, bonjour. Monique, bonjour. Très honoré d'être là très tôt ce dimanche pour pouvoir honorer à votre rendez-vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation en dépit de votre agenda ô combien surchargé, docteur Jean-Marie Biada. Oui, Monique, la Bible dit qu'à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Donc, le jour où je passerai devant Dieu à cet instant, je dirais que ce jour-là, j'étais à Canal 2 en train de donner les clés de lecture et de compréhension de l'actualité économique aux milliards de téléspectateurs de Canal 2 International. Vous avez été invité un dimanche, c'est fait à dessein. Merci beaucoup. Alors, Jean-Marie Biada, l'administration fiscale est au banc des accusés depuis que le Parlement a délibéré, adopté ce projet de loi des finances 2022. Il y a plusieurs entités qui sont ciblées par les dispositions de l'article 93 de ce Code général justement des impôts. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette cible tontine fâche autant ? La tontine, dans notre environnement, c'est souvent un mécanisme de mobilisation de ressources financières à l'effet de pouvoir multiplier ou à tout le moins donner la possibilité à certains entrepreneurs de lancer leur activité. Je prends un exemple simple. Moi, je suis spécialiste de la sérigraphie. Le budget, ça ne va pas chercher dans 100 000 francs. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis vendeur de papaye. Je vends 1000 francs, 2000 francs par jour. Avoir 100 000 francs, ça va attendre dans, je ne sais pas moi, 6, 7, 8 mois. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit que je sois membre d'une tontine où il n'y a que 10 personnes qui cotisent chacune 10 000 francs. Et le dimanche, quand j'arrive maintenant, je mets mes 10 000 francs sur la table. Les 9 autres mettent leurs 10 000. Quand on cumule l'ensemble, ça fait 100 000 francs. Et si c'est moi... Parlons pour nous faire comprendre par le plus grand nombre. Si c'est moi qui vais bouffer, c'est-à-dire le bénéficiaire de ces 100 000, c'est moi, voilà subitement que j'ai déjà le capital pour lancer mon activité de sérigraphie. Alors que si j'étais allé auprès des institutions étatiques dédiées à la dispensation du crédit, je prends le cas des banques, je prends le cas des microfinances, je prends le cas des établissements certains établissements financiers ou même des établissements financiers non bancaires, à l'époque la Poste par exemple. Si je vais de ce côté-là pour demander des financements, premièrement, il me faut monter une requête de financement. Ils sont très nombreux, les entrepreneurs, qui n'ont pas cette habitude et cet instinct de pouvoir monter un document. Lorsqu'on leur parle de business plan, lorsqu'on leur parle de requête de financement, c'est largement suffisant pour les repousser. Deuxièmement, on va me demander systématiquement la garantie. Je vais trouver la garantie où on aime souvent à dire on ne prête qu'aux riches. Troisièmement, en tant que PME, pour prendre le cas de la banque par exemple, la banque estime que quand je donne 100 francs à la PME, il y a déjà 25% de ce montant qui va être basculé en créance irrémédiablement compromis. C'est-à-dire que, quelle que soit la bonne volonté du promoteur de la PME, elle n'aura pas remboursé les 100 francs en intégralité. Ça pénalise donc cette banque. Résultat de course, donc, la PME est le maillon le plus faible en matière de bénéficiaires de crédit auprès de ces multiples banques qui pourtant prélèvent les épargnes auprès de cette PME. Donc on collecte l'épargne auprès de la PME, mais lorsqu'il faut définir les priorités en matière de dispensation de crédit, d'offre de services de crédit, ce n'est pas la PME paradoxalement qui bénéficie de cela. Donc la tontine venait corriger cela. Pas besoin de garantie, pas besoin de la paperasse pour pouvoir obtenir le crédit, pas besoin d'un comité de crédit qui va se réunir interminablement, première réunion, deuxième réunion, troisième réunion, votre dossier a été rejeté, allez modifier ci, allez modifier cela, rien n'est fait de cela. Il faut également comprendre que la tontine est montée sur la base soit de l'affiliation, soit de la confiance. Je suis par exemple d'Aubagne, donc c'est dans la région PACA, Provence,
Alpes-Côte d'Azur, le sud de la France. Nous sommes par exemple 200 ici. On monte notre tontine déjà sur la base de anciens étudiants d'Aubagne ou alors anciens ressortissants de ce qu'on a. Donc il y a un minimum de confiance entre les membres de la tontine. D'autre part, il faut aussi le reconnaître quand même, parce qu'à l'intérieur de la tontine, le niveau de confiance est tel que vous ne connaîtrez personne là-dedans qui puisse bénéficier de la tontine sans un avaliste. Donc s'il y a quelqu'un qui accepte de venir l'avaliser, ça veut dire que cette personne accepte de partager le risque que le moment de remboursement, s'il est défaillant, son engagement ou à tout le moins sa responsabilité va être impliquée à hauteur du montant pour lequel sa défaillance a été observée. Donc la tontine vient donc régler un problème que les institutions étatiques, notamment les banques, notamment les microfinances, certaines assurances même, ou certains établissements financiers non bancaires ne parviennent pas à faire. C'est ça qui crée donc la surprise et le tollé au sein de la population. Mais selon la direction générale des impôts, aucun impôt nouveau n'est créé à travers cette disposition à l'endroit des organismes à but non lucratif. Tous les impôts évoqués dans la loi étaient déjà dus. Est-ce que vous le comprenez? Oui, bien sûr, parce qu'à titre de rappel, il existe 3 grandes familles d'impôts. Pour prendre le cas du Cameroun, il y a d'abord la famille des impôts sur la consommation. Exemple, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Si je consomme, je paye la TVA. Si je ne consomme pas, je ne paye pas la TVA. Deuxième exemple d'impôt sur la consommation, le droit de timbre sur la publicité pour rester dans votre domaine. La taxe sur la publicité. Si je fais la publicité sur les ondes de Canal 2, je paye la publicité. Si je fais la publicité, je paye la taxe sur la publicité. Si je fais la publicité sur Suite FM 88.7 pour ceux qui sont à Douala, je vous paye d'abord la TVA, ensuite la taxe sur la publicité. Donc voilà la première famille des impôts sur la consommation. La deuxième famille des impôts maintenant a trait aux impôts sur l'activité. Si je mets une activité à titre personnel ou bien en tant qu'établissement, l'impôt sur l'activité que j'ai à payer, c'est l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si je suis une personne morale, c'est-à-dire société anonyme, société de capitaux, société à responsabilité limitée, société de personnes, donc une personne morale, je suis tenu de payer l'impôt sur les sociétés. Donc voilà la deuxième famille des impôts qu'on va appeler impôt sur l'activité. Et enfin, il y a donc la troisième famille des impôts qu'on va appeler l'impôt sur le revenu. Si moi je me lève, la dernière, c'est sans publicité, hein, il y a une microfinance qui a ouvert son capital tout récemment et les gens sont donc allés acheter des titres de capital, donc des actions. Quand j'achète cette action, à la fin de l'exercice, l'entreprise réalise un profit. On peut prendre ce profit et lui donner 3 affectations. Première affectation, réserve obligatoire. Deuxième affectation, réinvestissement. Et troisième affectation maintenant, partage de ce résultat entre ceux qui sont copropriétaires, c'est-à-dire les dividendes. Sur ces dividendes-là maintenant, l'État va demander, monsieur, vous avez eu combien? 10 000 francs. Vous devez me payer 16,5%. À titre de rappel même, et les 16,5% sont appelés impôts sur le revenu des capitaux mobiliers. D'ailleurs, cet impôt est venu remplacer toujours un autre impôt sur le revenu en 2005. D'ailleurs, c'est le nom qui a simplement changé. Ça s'appelait à l'époque la TPRCM, taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers. Et le montant, curieusement, était toujours, le taux était de 16,5%. Donc, en l'espèce, quand je prends dans cette dernière famille des impôts, oui, ce que le directeur général des impôts est en train de dire, il n'y a pas un nouvel impôt qui a été créé. On est resté toujours à manipuler l'impôt sur la consommation, l'impôt sur l'activité et l'impôt sur le revenu. Pour revenir justement dans le cadre des tontines qui charrient beaucoup de passion, c'est sur les ventes d'argent, pour parler trivialement. C'est là-dessus que les 15% devraient être prélevés. Quand vous parlez de 15%, je vais encore donner de la précision. 15%, c'est le taux principal. Parce que l'ensemble des impôts, droits et taxes au Cameroun subissent ce qu'on appelle les centimes additionnels communaux à hauteur de 10%. Donc, quand vous faites 10% de 15%, ça vous fait 1,5. Plus de 15%, ça fait 16,5%. Donc, le 15%, c'est le taux, je vais appeler ça ainsi, taux hors taxe de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Donc, tous ceux qui ont acheté des actions, qui sont actionnaires dans nos entreprises que nous connaissons, il y en a pas assez, on n'a que 3 entreprises. Si on reste dans les tontines. Dans les tontines maintenant, l'État s'est rendu compte qu'à l'intérieur des tontines maintenant, il y a des activités financières qui sont menées. Des activités financières, c'est quoi? J'achète un actif financier et je le revends. À l'occasion maintenant, je peux réaliser une plus-value de... C'est ce qui est appelé la banque
Et après, il y a cassation en fin d'année, c'est cela exactement? Tout à fait, dans les tontines, c'est ça qu'ils appellent la banque. Donc ça veut dire quoi? Si nous avons mis, par exemple, chacun, nous sommes 100, et chacun a mis 10 000 francs, fois 100, ça fait 1 million. Ça, c'est les contributions. L'État ne va pas venir appliquer les 15% en principal, plus 10% de centimes additionnels communaux, donc ça fait 7,5% d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sur le million. Pas du tout. C'est lorsque vous allez donc mener des activités financières à l'intérieur. Je vends donc les 1 million, c'est un exemple que je prends comme ça. J'ai vendu ça à 100 000. L'État va donc dire, on met votre million de côté sur les 100 000 francs. C'est le résultat d'une activité financière. Vous devez donc me payer l'impôt sur le revenu là-dessus. Donc, on va appliquer 16,5% sur ces 100 000 francs. Et ça va donc faire à peu près 16 500 francs. On fait 100 000 moins 16 500. Et c'est le solde là qui va donc rester chez vous. Et vous irez donc payer. Mais dans la pratique, il va se poser un problème. Il faut forcément que ces tontines passent donc d'association de fait à association de droit. Parce que, à date, nous sommes le dimanche, nous sommes un dimanche, décembre 2021, on a 3 régimes d'imposition au Cameroun. Vous avez le régime de l'impôt libératoire. Votre chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excède pas 10 millions de francs. Si ce chiffre d'affaires excède 10 millions et n'excède pas 50 millions, vous êtes tenu d'appartenir à ce qu'on appelle le régime simplifié d'imposition. Et enfin, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs, vous relevez maintenant du régime d'imposition au réel. Tel que présenté ainsi, vous allez vous rendre à l'évidence que certaines activités, telles que payer ces impôts-là, obligent préalablement que je sois rattaché à un centre d'imposition. Et l'État a une cartographie de ses unités de collecte de son argent, des deniers publics sur le terrain, qui est présentée de la sorte. À la base, vous avez les centres divisionnaires des impôts. Il y en a 83 à date au Cameroun. Ensuite, vous avez les centres spécialisés des impôts. Moi, je suis dans une profession libérale, donc mon centre d'imposition de prédilection, si je suis à Douala, c'est le CISPLI, centre spécialisé des impôts pour des professions libérales et de l'immobilier. Je suis à Yaoundé, je suis établissement administratif, je suis entreprise d'État, je suis collectivité territoriale décentralisée, autre entité de l'État. J'ai un centre spécialisé à Yaoundé. Donc, il n'y en a que 3. Centres spécialisés des impôts, 1 à Douala et 2 à Yaoundé. Et enfin, si je suis une moyenne entreprise, et là, ça me pousse à parler rapidement également de la définition de la PME, la moyenne entreprise. Il y a la très petite entreprise, la moyenne entreprise. La petite entreprise, la moyenne entreprise. Très long. Si nous allons on reste à ce niveau-là. Oui, je reste au niveau des régimes d'imposition, des unités de collecte de l'argent de l'État sur le terrain. J'ai parlé de centres spécialisés des impôts, il y en avait 3. Centres divisionnaires des impôts, il y en avait 83. Centres d'impôts des moyennes entreprises, il y en a 14 qui maillent tout le territoire national. Et enfin, j'ai dit que si votre chiffre d'affaires dépasse 50 millions, vous êtes déjà au réel. Mais si votre chiffre d'affaires hors taxe annuel dépasse 3 milliards de francs, votre centre d'imposition n'est ni le centre spécialisé des impôts, ni le centre qui a un peu plus bas stade divisionnaire, ni le CIM. Vous êtes désormais à la direction des grandes entreprises à Yaoundé. Voilà votre centre d'imposition unique. Un exemple simple. Je suis la Semerie, loin à Yagua, à peu près 1500 km de Yaoundé. Si mon chiffre d'affaires annuel dépasse 3 milliards de francs, mon centre d'imposition de rattachement, c'est la direction des grandes entreprises à Yaoundé. Donc voilà comment l'État a cadenassé le terrain pour pouvoir collecter de l'argent. Ça veut dire quoi? Je reste dans le sujet avec la tontine. Donc si la tontine n'est pas affiliée, ou à tout le moins n'a pas un centre d'imposition de rattachement, techniquement, il n'est pas possible à l'État de collecter ce que j'ai indiqué tout à l'heure, soit la compte d'IR, soit la TVA, soit l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Donc il y a un travail préalable à faire. Et au regard de la résistance qu'on observe, la polémique que cette loi de finances est en train de créer, il y a fort à parier que plusieurs tontines, qui sont des associations de fait, vont préférer rester dans ce statut-là, une sorte de clandestinité qui ne fait pas du bien aux banques. Et c'est pour cela que j'exhorte l'État également à faire un petit travail de pédagogie. C'est-à-dire d'exhorter d'abord les tontines pour l'année 2022 à passer d'association de fait à association de droit. Donc, si ces tontines mutent, ça sera donc une obligation pour ces tontines. Déjà en tant qu'association, pour ce qui est de la déclaration, l'État a déjà fait changer. À l'époque, la carte de contribuable, c'était difficile. Ça, vous l'aviez. Et si vous venez de créer votre entreprise, la carte de contribuable, c'était pour 2 ans.
à la seule condition que vous soyez inscrit dans un centre de gestion agréé. Si ce n'est pas le cas, la durée de vie était d'1 an. Donc les réformes que l'État a eu à entreprendre sur insistance des donneurs d'ordre internationaux ont porté des fruits. Donc depuis pratiquement 2 ans, on n'a plus besoin de la carte de contribuable qu'on avait avant. Il y a un nouveau document qui l'a remplacé, ça s'appelle l'attestation d'immatriculation. J'obtiens cela en ligne. Je vais sur la plateforme www.dgi.cm, la plateforme de la Direction générale des impôts. Je crée, j'ai moi-même mon mot de passe et puis j'obtiens mon attestation d'immatriculation. Donc si les associations de fait ne parviennent pas à avoir leur attestation d'immatriculation qui représente leur numéro de contribuable, ça va être difficile pour l'État parce que l'État ne pourra pas les identifier facilement. D'ailleurs, ça va davantage accroître les délinquants fiscaux au Cameroun, ce qui ne fait pas du bien forcément aux caisses de l'État. Ça, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle l'État continue encore de faire ce travail herculéen. Figurez-vous, madame, qu'en 2015, la population fiscale, c'est-à-dire le nombre de contribuables au Cameroun, n'était que de 89 147 personnes. Ce qui n'est pas pensable sur la foultitude de personnes qui réalisent des activités, même à titre individuel. Et les efforts du gouvernement à pouvoir augmenter la taille de la population fiscale a donc fait qu'en avril 2021, cette population n'a augmenté que de 58%, donc passant de 89 000 à 140 000. Donc il y a un gros travail pour le gouvernement à faire en exhortant d'abord, donc pas simplement les tontines, même il y a d'autres opérateurs, d'autres agents économiques. Je prends le cas du secteur informel. Il y en a jusqu'à 103 là-dedans. Et quand on essaye un peu d'étendre cela en multipliant ceux qui sont à l'intérieur, ça peut faire au moins 800 000 personnes. L'État peut les exhorter à sortir, donc à migrer du secteur informel vers le secteur formel en ayant déjà au moins leur attestation d'immatriculation, ce qui lui permettra donc de faire un suivi fiscal assez serré, assez efficace et assez efficient pour le trésor public. Donc, en l'état actuel, si ces tontines-là ne migrent pas, ça va être extrêmement difficile pour les centres spécialisés des impôts, centres divisionnaires des impôts, centres des impôts pour les moyennes entreprises ou la direction générale même des grandes entreprises de pouvoir prélever tout ce qu'on a envisagé à titre d'impôts auxquels sont assujettis ces tontines pour l'exercice 2022. Docteur Jean-Marie Biada, le précédent budget était déficitaire de l'ordre de 700 milliards de francs CFA, un peu plus. Cette fois-ci, on a une odeur, on a l'impression qu'il y a une odeur de rattrapage de l'État. On a vu, par exemple, cette disposition qui, dès 2022, va autoriser le prélèvement d'un certain pourcentage au niveau des transferts d'argent par téléphone. Maintenant, on est sur les tontines. Qu'est-ce qui peut expliquer cette pression fiscale au Cameroun? Le Cameroun, en 2017, est rentré sous programme avec le Fonds monétaire international. Et souvenez-vous, je rentre de 12 mois. Le vendredi 23 décembre 2016, le président Paul Biya, sans être président en exercice de la CEMAC, a fait tenir un sommet à Yaoundé d'urgence où il y avait 2 invités spéciaux. Un sommet de la CEMAC, tous les chefs d'État étaient là, et 2 invités d'urgence. Christine Lagarde, à l'époque, ancienne ministre français des Finances, et elle était directeur général du FMI, et M. Sapin était les invités d'honneur, où ils venaient demander la dévaluation du franc CFA. Et comme les chefs d'État avaient freiné les 4 fers, à la fin, on a donc élaboré, on a formulé 21 recommandations, au rang desquelles donc une conseillait chacun des chefs d'État à négocier des programmes avec le Fonds monétaire international. Donc, quand on sort donc du sommet du vendredi 23 décembre 2016 à Yaoundé, le Cameroun commence donc à négocier et est entré en programme avec le Fonds monétaire international en juin 2017 et a donc bénéficié d'un instrument qu'on appelait la facilité élargie de crédit de 666 millions de dollars. 666. Oui, 666, le signe que les chrétiens connaissent mieux. Donc, quand ils sont donc rentrés en programme, et cet instrument, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est un instrument qui vous apporte autant d'argent, mais à un taux même pas bonifié, un taux nul. Le taux d'intérêt sur ce guichet, c'est le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et l'augmentation de la croissance. C'est un instrument du Fonds monétaire international qu'on donne aux États pour pouvoir les aider véritablement à se développer. Donc le taux d'intérêt était de 0% pour 3 ans. Et les 3 ans arrivent à expiration en 2020. Malheureusement, en 2020, le coronavirus est en vedette
dans tous les secteurs d'activité. Et le Fonds monétaire dit, on ne peut pas laisser ces États tomber et sombrer comme ça. Donnons-leur rapidement un autre instrument qu'on a appelé la facilité de crédit rapide. Et le Cameroun a donc bénéficié de 180 milliards à problème en matière de gestion depuis lors. Et le jeudi, je crois 28 mai 2021... 180 milliards dilapidés selon le rapport de la Chambre des comptes. Bon, le sort qui a été réservé à ces 180 milliards n'est pas assez pertinent à décrire ici. Je voulais parler de la suite qui est intervenue par rapport d'abord à la première facilité élargie de crédit. Et le Cameroun a bénéficié donc en mai 2021, j'insiste là-dessus, d'une deuxième facilité élargie de crédit de 385 milliards. Alors, je rappelle très rapidement comment ça se passe lorsque le Fonds monétaire international est dans vos murs. Le Fonds monétaire ne vient pas vous aider à construire des barrages. Si nous étions rentrés sous programme avec le Fonds monétaire, n'oubliez pas, à titre de rappel, le Cameroun est resté sous les fourches codines de ces bailleurs de fonds pendant 20 ans. 1986, 1997, on a tout essayé, ça n'a pas marché. Nous avons atteint le point de décision en 1997. Il était question d'atteindre le point d'achèvement 3 ans plus tard pour qu'on puisse connaître un allègement substantiel de notre dette à hauteur de 70%. On a loupé en 2000. On nous a encore donné 1 an. Nous avons loupé en 2001. On nous a donné 3 ans. Nous avons loupé en 2005. Et le vendredi 28 avril 2006, le Cameroun a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE et a connu un allègement substantiel de sa dette. Donc, lorsqu'on est en 2006, le Cameroun désormais... Il a atteint le bout du tunnel, à votre avis? Je crois que c'était pratiquement le bout du tunnel, parce qu'à cet instant-là, nous avions la possibilité maintenant de décider de notre politique économique. Et c'est là où nous avons énormément traîné. Et c'est en 2010 que nous mettons donc sur la place que nous avons appelé notre boussole économique, qui était donc le document de stratégie de croissance et l'emploi. 10 ans après, on repart avec la SND 30, on va de programme en programme. Les malheureusement, sont lesquels... ça n'a pas été très rigoureux, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître parce que quand je parle du DSCE, le DSCE, en fait, c'est la déclinaison décennale de la vision. La vision, elle est de 25 ans. Le Cameroun va partir de ce pays qu'il est et pour atteindre un pays émergent 25 ans plus tard, en 2035. Et on avait donc à l'époque découpé le voyage en 3 temps. Premier temps, 10 ans. Deuxième temps, 8 ans. Et dernier temps maintenant, 7 ans. Vous voyez que quand la SND 30 vient encore avoir un pas, un incrément de 10 ans, ça veut dire que nous avons abandonné l'engagement initial qui était un voyage en 3 temps à raison de 10 ans, 8 ans et 7 ans. Maintenant, on veut refaire le même voyage en 10 ans et probablement 5 ans qui resteraient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Quand le Fonds monétaire est donc là, pour vous relancer, il ne vous aide pas. Oui. Voilà. Comment éviter que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets? Puisque c'est le même système, ce sont les mêmes gouvernants et ce sont les mêmes personnes qui mettent sur pied les différents programmes. Il ne faudrait pas qu'en 2030, on dise encore ça n'a pas été très rigoureux, on relance encore notre programme. Comment en sortir? Oui, comment en sortir? En fait, il faut interpeller le patriotisme des uns et des autres. Vous voyez que le Cameroun, à l'époque, avec un budget de 40 milliards, a eu à construire 3 aéroports internationaux, a eu à construire 3 stades. Vous voyez, le Cameroun, lorsqu'on joue au Soudan en 1970, ne savait pas qu'il devait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2 ans plus tard. On ne l'informe que quelques mois après, et le Cameroun, en 1 an, a construit 3 stades. En 1 an. Nous voilà avec un stade interminable, on monte, on descend. Donc, et ces gens-là, j'insiste dessus, pourquoi? Parce que, madame, c'est notre patriotisme qui va faire en sorte que quelqu'un de patriote, d'engagé, qui pense à l'intérêt général et beaucoup moins à l'intérêt particulier, même avec un budget extrêmement étriqué, peut faire de très grandes choses. Regardez, avec 40 milliards, nous avons mis la base de notre système éducatif en place. Une université centrale à Yaoundé avec 6 centres universitaires. Les gens disent université de Gandéré, il y avait des gens centres universitaires là-bas. Université de Tchang, il y avait des gens centres universitaires là-bas. Université de Boya, il y avait des gens centres universitaires là-bas. Donc, avec peu de moyens comme ça, regardez ce que nous avons déjà eu à faire. Simplement parce que les gens étaient patriotes. Vous pouvez ne pas être allé loin à l'école, mais vous êtes patriote, vous pensez à l'intérêt général. On vous met même à gérer une structure où il faut un niveau de technicité très élevé, vous réussissez. Regardez nos premiers parents qui avaient été commis à gérer par exemple Camerco. Mais ils n'avaient pas fait aéronautique. Camer. La Camer, voilà.
C'est vrai que Camerco, c'est la Camer continue, il y en a qui le disent ainsi. On a fait une troncature de continu, c'est resté co, ça fait donc Camerco. Donc si on reste sur la Camer, regardez comment ils ont géré. Ils n'avaient pour la plupart, n'avaient que le CEPE, mais regardez ce qu'ils ont pu faire. Donc il nous faut vraiment ce patriotisme-là. Pourquoi est-ce que les gens, à l'époque, on en est même à dire, puisque nous sommes dans un pays de foot et nous sommes à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer chez nous. Pour la deuxième fois à 24, j'entends les gens dire que c'est la première fois. Non, non, la première fois c'était en Égypte. Malgré mon chauvinisme, je ne peux pas m'autoriser de dire des contre-vérités. Ça s'est joué il y a seulement 2 ans à peine, en 2019, en Égypte à 24. Et ça devait se jouer ici au Cameroun, c'est en novembre 2018 qu'il y a eu ce que le chef de l'État a réussi le tour de génie linguistique d'appeler le glissement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez que tous ceux à qui on donne des responsabilités font comme si en fait, il faut forcément quelqu'un derrière eux avec un bâton pour pouvoir obtenir les résultats qu'on attend d'eux. Donc, quand je viens sur tous les projets que nous avons eu à lancer, on se rend compte qu'il y a un problème de suivi également, madame. Pourquoi est-ce qu'on veut que le ministère de la Jeunesse lance un projet? Programme spécial triennal jeune, 101 milliards. On va à côté, on prend notre programme, 100 milliards, on donne à notre ministère. Pourquoi ne pas concentrer cela auprès d'une grande structure chargée de mettre sur pied les projets de l'État? Et je reste dans le sport. Nous avons plein de nouveaux sports. À l'époque, les gens ne le savent pas, il existait ce qu'on appelait l'ONES, l'Office national des équipements sportifs. C'est cet office-là qui maintenait en vie le stade de Yaoundé, le stade de Douala. Moi, je suis allé au stade à maintes reprises de nuit, madame. On est allé regarder des matchs de championnat de 18h à 22h, 23h, sans problème. Or, on a des stades maintenant au moins 2 ou 3 dans le sud-ouest, à l'ouest, dans le Grand Nord, à Yaoundé, ici à Douala. Et il faut forcément recréer cet office pour pouvoir gérer cette structure-là. Si on laisse simplement que le ministère à Yaoundé, au gré de ces humains, dit allez jouer au stade ou n'allez pas le jouer, n'allez pas jouer là-bas, les 2000 milliards qu'on a injectés dans ces infrastructures-là, de mon point de vue, on ne pourra pas facilement les rentabiliser. On a commencé par exemple avec le stade de Limé, où on a joué la Coupe d'Afrique des Nations féminine de 2016. Vous voyez que de 2016 jusqu'à date, on a joué à peine 30 compétitions de ce côté-là. Or, il faut rentabiliser ces investissements. Merci beaucoup. Nous allons revenir justement sur cette actualité qui nous sert de fil d'Ariane. Cette tontine qui alimente beaucoup de commentaires dans les chaumières, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons donné la parole à un militant du SDF. Il est le ministre du Shadow Cabinet, Jean-Robert Wafo, qui s'est prononcé sur la question et qui estime que cette disposition de la loi de l'article 93 du Code général des impôts au Cameroun est une sorte de braquage des plus pauvres. Nous l'écoutons. On ne saurait, au nom d'une politique brumeuse d'élargissement de l'assiette fiscale, aller taxer la petite Baye Amselam qui cotise 200 francs, 500 francs par jour pour subvenir à ses besoins. Alors que l'actualité au quotidien, n'est-ce pas, est marquée par des attentats financiers, par des détournements de deniers publics perpétrés par ceux qui nous gouvernent. Parce que, voyez-vous, l'État gagnerait plutôt, n'est-ce pas, à réduire son train de vie en supprimant les dépenses improductives et en pourchassant les gaspillages qui sont contenus dans le budget de l'État. J'en veux pour preuve, n'est-ce pas, pour le compte de l'exercice 2022, ils ont prévu que, en termes de dépenses de biens et de services, l'État a prévu 858,6 milliards de francs CFA, dont 66,38 milliards pour l'eau, l'électricité et le gaz, 80,34 milliards pour les matières, matériels et fournitures, 58,3 milliards pour les frais de transport et de mission, 16,54 milliards pour les loyers, 59,75 milliards pour les frais de relations publiques et communication, alors que l'aide publique à la communication privée n'est que de 250 millions de francs CFA. Et, tenez-vous tranquille, ils ont également prévu 223,4 milliards pour le mobilier et matériel de logement et de bureaux. Vous vous rendez compte? Pendant qu'ils s'engraissent, ils partent chercher, n'est-ce pas,
à braquer directement les poches des Camerounaises et des Camerounais pour les appauvrir davantage pendant qu'ils s'enrichissent de plus en plus. Non, il faut stopper ça. Nous sommes dans un contexte où on remarque que le pouvoir d'achat des Camerounais s'amenuise année après année, et d'après les explications du ministre du Shadow Cabinet du SDF, on devrait aller chercher chez les riches. Qu'en pensez-vous? Oui. Pour réduire le train de vie de l'État. Personnellement, à date, je peux faire 2 ou 3 propositions, pas forcément aller chez les riches. On peut réduire le train de vie de l'État, de 2. On peut également faire le suivi de certains projets parce que, regardez très bien, lorsque vous lisez les notes de conjoncture produites par l'établissement qui a été créé, l'établissement public créé depuis 1985 par le gouvernement, chargé de gérer tout ce qu'il reçoit de l'étranger en termes de financement et en même temps gérer sa dette, ça s'appelle la Caisse autonome d'amortissement. Quand vous regardez ces notes de conjoncture, il y a une ligne qu'on appelle SEN, solde engagé non décaissé. C'est-à-dire de l'argent que nous sommes allés mobiliser à l'international. Quand ça arrive ici, généralement en finance, ça se passe comment? On prend de l'argent, on met dans un projet, le projet fonctionne et sécrète un niveau de revenu tel qu'on prélève un quantum pour assurer le service de la dette et une autre maintenant. Et le solde de cet argent permet de poursuivre une exploitation harmonieuse du projet. Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous mobilisons le financement à l'international. Le financement arrive. Est-ce que vous avez lancé le projet? Le projet n'a pas été lancé. Qu'est-ce qu'on fait? L'heure du remboursement est arrivée. Nous prélevons sur le capital pour rembourser. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, si on met simplement la rigueur sur la gestion des soldes engagés non décaissés, je suis convaincu que le gouvernement dégage par an au moins 100 milliards. Or, taxer les tontines, on est en train d'aller chercher 20 milliards. Taxer les transferts d'argent par le canal de Mobile Money, on est en train d'aller chercher 20 milliards. Vous voyez que ça ne va faire que 40 milliards. Deuxièmement, si le gouvernement met également un peu de rigueur à gérer ces postes de péage routier, on en a à peu près 27. Mais avant, c'était autour de 7 ou bien 8. Le gouvernement avait déjà près de 3 milliards, 4 milliards de recettes. Mais quand ça passe à 20, 27, le taux de collecte des fonds à ces postes-là diminue plus tôt. Donc si le gouvernement va également là-dessus, met un peu plus de rigueur et de vigueur à surveiller les entrées de sortie de fonds-là, moi je crois que l'efficience va faire en sorte que le gouvernement gagne encore un peu plus d'argent sur cette poche-là. J'ajoute aussi un autre élément, une autre piste qu'on peut explorer et puis obtenir de l'argent de ce côté-là. Il y a 5 ans, avant les 5 ans, c'est le gouvernement qui nous vendait le droit de timbre automobile, qu'on appelle la vignette automobile. Et le gouvernement, subitement, a donné cette responsabilité aux compagnies d'assurance. Et au dire des responsables publics, ces compagnies traînent les pieds à reverser cet argent dans les caisses de l'État et ça crée des tensions de trésorerie. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de dire désormais, je reprends ma chose en main. C'est désormais moi qui vais encore, à travers mes unités de collecte d'argent que j'ai indiquées tout à l'heure, sans spécialiser les impôts. Je ne vous ai même pas indiqué les receveurs municipaux. Vous allez même dans nos collectivités territoriales décentralisées pour rester au niveau le plus bas, donc les communes, il y en a 360, vous allez retrouver les gens chargés de collecter l'argent de l'État. Donc, et c'est là justement que nous achetions nos vignettes. Si l'État reprend encore cette activité en main, ça lui fait encore au moins 20 à 25 milliards qu'il a sous la main sans avoir à se gêner. Et donc, que dites-vous de la nationalisation des entreprises? On a par exemple la RTC au port de Douala qui fait des merveilles d'après les rapports que nous avons. Est-ce que vous n'êtes pas de cet avis qui voudrait que les entreprises camerounaises soient davantage gérées par les nationaux? Si on s'en tient aux résultats que la RTC est en train de produire, par exemple. Non, pas simplement les résultats de la RTC. Madame, est-ce que vous savez que, pour prendre le cas de l'Angleterre, il y a un grand penseur là-bas qui vient de me mettre la pensée, qui parle du protectionnisme défensif. Il estime qu'on peut tout privatiser, mais il y a des secteurs de souveraineté dont on ne pourrait penser, imaginer, donner la concession, concéder la gestion de ces structures-là à un secteur privé. Il a cité l'eau, on cite l'électricité, on cite le transport, on cite l'avionnerie. Donc il y a ces secteurs-là qui doivent être des secteurs régaliens. Vous n'avez qu'à voir. À l'époque, je suis quand même content de dire ouvertement, d'ailleurs, les bandes sont là.
je fus parmi les premiers experts à contester cette histoire de dire que la privatisation était telle qu'on ne devait prendre que certaines entreprises qui sont de l'or en barre pour nous, pour privatiser. Je me suis retrouvé dans une conférence internationale, madame, où j'ai posé la question à tous les nez crochus qui étaient dans la salle. Pourquoi en Afrique, on ne privatise que les entreprises qui marchent? Le président qui modérait les travaux a dit que bon, l'heure de la pause est arrivée. Donc nous sommes allés à la pause café. Mais en réalité, c'est une façon de dire, de dénoncer ce qui était fait. Vous n'avez qu'à voir. Quand on arrive ici, nous sommes dans le secteur de la téléphonie. On coupe en deux, on met la téléphonie mobile de côté, on laisse la téléphonie filaire qui était gérée, réseau téléphonique comité public, on met de côté. Qui vient ça? C'est Camtel. Mais on dit on privatise dans les deux entreprises, c'est plutôt la filiale mobile qui avait été vendue. Société camerounaise de mobile, c'est elle qui avait été vendue à une entreprise publique étrangère. Madame, est-ce que vous savez que Orange est une entreprise publique? Oui. Oui, ça veut dire que les entreprises publiques peuvent traverser également le giron national pour aller à l'international faire certaines opérations d'achat, de fusion, de création de quasi-sociétés, comme nous connaissons en comptabilité nationale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est les erreurs que nous avons eu à faire. Vous voyez que le chef de l'État est en train de corriger ça. On a vu le même cas du genre, un monsieur vient, il reste là. Premièrement, il sort d'un pays désertique. Je donne le nom, le Maroc. Si le Maroc me parle de phosphate, madame, je me tais. L'Office chérifien des phosphates est la première entreprise mondiale de phosphate. Si le Maroc me parle de phosphate, je me tais. Mais si le Maroc me parle de l'eau potable, je ne me tais pas. Le Cameroun, c'est la Sanaga, 918 km, madame. Ils citent quel cours d'eau là-bas chez eux? Nous avons le deuxième potentiel hydraulique. Mais je n'ai pas fini. Le Cameroun, c'est 475 442 000 km². Le Cameroun, c'est 360 arrondissements, 58 départements. Je reste sur les départements. Le nom des départements, quand vous avez enlevé les Bamboutos, qui est un mont, vous enlevez le coupé Manengouba, 2 monts, chef de Bangem, vous enlevez le Fako, qui donne le sud-ouest, qui nous donne Boya. Vous enlevez le Diamaré, qui est une plaine. Le reste, c'est quoi? Les maillots, ça veut dire cours d'eau. Maillot de Sanaga, Mokolo, maillot Sava, maillot d'Anaï, Londé, la main noire. C'est des cours d'eau. Ça veut donc dire que nous vivons dans l'eau ici au Cameroun. On est donc allé chercher les gens dans le désert pour venir nous dire ici, on va découper le secteur en deux, une société de patrimoine et une société de gestion. La société, pour vos téléspectateurs, ça veut dire quoi? La société de gestion, c'est le monsieur qui reste tranquille, il croise les bras. Vous allez au champ chercher à manger, madame. Vous vous battez, vous cherchez le menu parmi les plus raffinés tels que je vous connais. Vous mettez à table et le gestionnaire vient maintenant dire, est-ce que les couverts sont déjà là? Oui. Est-ce que vous avez déjà déposé les marmites chauffantes? Oui. Tout est prêt? Oui. Bon, vous qui avez fait tout ça maintenant, sortez. C'est mon tour de gérer. Qu'est-ce qui se passe? Le Cameroun joue le savant. Cherche là, on va trouver la source de captage d'eau. On trouve Yato. Cherche les financements. On a trouvé. Cherche l'opérateur qui va construire et acheminer l'eau jusqu'ici à Koumassi. Entre-temps, les savants, restez tranquilles, ils ne travaillent pas. On arrive, on se rend compte que le château est tout petit. Le Cameroun cherche encore de l'argent pour construire un grand château. Le savant reste tranquille. On met l'eau dans les châteaux, on désalinise, on traite très bien l'eau, il reste tranquille. On met maintenant dans les robinets, on ouvre et le savant vient dire l'eau coule déjà, oui. Bon, mettez-vous de côté, je vais vous montrer comment on gère. Le chef de l'État a mis un terme à ça. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Dans le secteur de l'électricité, c'est moi qui construis les barrages. C'est moi qui construis les barrages de retenue d'eau, Mbakao, Mapé, Bamenjin. Quand il y a de l'étillage au niveau de DEA, je fais le lâchage. En 7 jours, l'eau vient augmenter le débit à EDEA. J'ai besoin de 1350 mètres cubes par seconde pour turbiner et donner les 210 mégas qu'il y a ici à EDEA. Qu'est-ce qui se passe? Le savant reste tranquille. Et quand j'ai turbiné tout ça, j'injecte dans le réseau à peu près 1 giga. Et il dit maintenant, mettez-vous de côté, on va vous montrer comment on gère. Et allez, monsieur paye ta facture 500 000, ta facture 400 000, il encaisse de l'argent. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le dernier cas que je dénonce, d'ailleurs, madame, vous venez de l'étranger, vous êtes une société, on vous a même dit que c'était un spéculateur boursier. Quel est ce spéculateur boursier qui vient, il prend le secteur de l'énergie électrique, et on voit comment les poteaux tombent partout, dans le réseau de distribution, ils tombent en désuétude. Le spéculateur ne va même pas chercher l'argent à Londres, madame. Le spéculateur s'assoit et prend 8 banques camerounaises, prélève 100 milliards d'épargnants. C'est-à-dire l'épargne que les Camerounais ont déposée dans les livres des banques commerciales, il y en a 15.
Le savant prélève cet argent maintenant et se met maintenant à construire des poteaux. Mais attends, ce spéculateur, il sort d'où? Je crois qu'il est temps que le chef de l'État également mette un terme à ça. C'est le procès de la privatisation que vous me poussez à faire là. En réalité, la privatisation jusqu'ici a été un désastre. Tous ceux qui sont arrivés n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et je conclue avec un dernier cas. Madame, même en France, aux États-Unis, n'importe où, on n'a jamais vu une entreprise privatisée à qui l'État donne encore des subventions. On a vu ça ici. L'État privatise une entreprise et après on fait passer les textes à l'Assemblée nationale, avenant numéro 1, numéro 2, et les États sortent du trésor public 2 milliards pour donner à une entreprise privatisée. Cela n'a encore aucun sens. J'ai dit ça parce que vous avez parlé de la RTC. Vous savez très bien que la RTC est venue en remplacement également d'un certain nombre de choses qui avaient été faites dans le secteur portuaire. Le Cameroun est un pays forestier. Madame, je conclue là-dessus. Vous trouvez normal que le Cameroun privatise la porte par laquelle son bois sort? Si le bois connaît des défections en matière de prix, c'est normal. La détérioration des termes de l'échange, ça veut dire que le prix de votre bois international a baissé. Mais vous ne fermez pas la porte d'exportation du bois parce que vous ne privatisez pas, motif pris lorsque le coût international a baissé. Ça, c'est le jeu économique, c'est les lois du marché. Ça baisse demain, ça remonte. Ça baisse demain, ça remonte. Merci beaucoup. Je conclue là-dessus pour dire que non, que le gouvernement fasse encore un effort vraiment de regarder tous les autres secteurs de souveraineté qui avaient échappé pour les ramener dans son giron. Merci beaucoup, Dr Jean-Marie Biada. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous écoute et on a du mal à vous couper. Et les téléspectateurs comprennent pourquoi je vous laisse aller jusqu'au bout, puisqu'il s'agit des questions de souveraineté. C'est notre patrimoine pour ceux d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Nous allons marquer une pause pour nous intéresser à cette opération de démantèlement d'un réseau de violeurs sur la nationale numéro 3, l'axe Douala-Yaoundé, et cette fillette qui a été violée dans son école. C'est ici même à Douala. Elle est âgée de 7 ans. Reportage. L'image de l'horreur hante cette femme. Depuis mardi dernier, suite à un coup de fil, elle a retrouvé sa fille de 7 ans violée dans l'enceinte de l'école publique de Omnisport à Douala, où sa gamine est inscrite. Dès lors, cette mère traîne son propre poids. Je suis l'appel des 16 heures, que c'est une dame qui a appelé. Elle me dit, voici votre enfant qu'on a kidnappé, vous êtes quel genre de mère, vous êtes une mère irresponsable. Quand j'arrive, c'est que je constate que c'était un cas de viol. Sa soeur aînée, elle court, elle saute sur moi que maman, on a violé Déborah. Tôt avant l'heure de cette découverte, ce jour-là, le père de la fillette s'est rendu à l'école et récupéré ses 2 enfants. Hélas, ils étaient introuvables. Il est surpris, mais pas d'inquiétude, se dit-il. Environ de 7h30 à 8h. Je les ai laissés puis je suis rentré. Ils sont allés rechercher aux environs de 15h. Quand ils sont arrivés, je ne les ai pas retrouvés, je ne les ai pas vus. Alors, je me suis dit qu'ils sont déjà rentrés à la maison parce qu'ils ont l'habitude de rentrer souvent seuls. C'est peut-être là, à ce moment d'inattention, que le bourreau, caché dans l'établissement scolaire, passait à l'action. Il saisit la fillette avec force, bang de sa bouche, et la conduit au forceps dans les toilettes, puis la soumet au supplice. Il a attaché ma bouche là, après ma tête, il a cogné sur le mur. Après, il a pris la physique, il a cogné ici sur mon cou. Après, il a retiré son Dieu pour que sousse. Et il a dit que ce suspect va me tuer. La petite s'est courue, mais marquée à vie. Sur son cou, des blessures sont encore visibles. Et à la maison, des cauchemars s'enchaînent. Cette premier jour, ce n'était pas facile. Juste la nuit, elle s'est levée, je n'ai pas dormi avec elle. Juste moi-même, je ne pourrais pas retrouver le sommeil. D'abord, ce n'est pas facile. Violée à 7 ans, déjà, entre l'enclume du traumatisme et le marteau des préjugés. À l'école, le vigile jusqu'à cette matinée était retenu au commissariat du 7e arrondissement. Mais le violeur inconnu est dans la nature, qui fera tomber son masque. Certaines victimes bondissent sur les présumés agresseurs lors de la reconstitution des faits ce vendredi à Pouma dans la Sanaga maritime. Les 5 femmes au total reconnaissent les 2 hommes aux arrêts. 2 complices qui, à bord de ce véhicule volé à Yaoundé lors d'une cérémonie de mariage, se sont transformés en violeurs en série sur la nationale numéro 3. En 1 mois et demi d'opération, environ 30 victimes à leur actif. Ils ont été cueillis après enquête par les éléments du 10e arrondissement de Douala. Depuis le vol du véhicule le 17 octobre 2021 jusqu'à l'arrestation du sieur Mbadi Alain, une trentaine de femmes
une trentaine de femmes à peu près avaient subi le même sort. Et la nouvelle de leur arrestation s'étant répandue comme une traînée de poudre, le dimanche 21 novembre 2021, nous avons été inondés d'autres victimes qui sont venues se présenter et qui ont déposé leur déclaration. À ce stade, nous avons auditionné 11 déjà qui sont victimes des mêmes faits et nous sommes en contact avec plusieurs autres qui n'ont pas pu jusqu'à maintenant venir déposer leur déclaration. La stratégie est celle-ci. Le chauffeur prend ses victimes ici en autostop au carrefour Yassa ou encore à ce carrefour dans la ville d'Edea aux environs de 19h, de préférence des femmes. Il s'arrange à laisser une place pour son complice planqué quelque part sur l'axe. Une fois le complice à bord, les deux roulent jusqu'à Pouma où est Bombé, encore doupé et virent dans la broussaille. Sous la menace, ils sortent un drap de la malle arrière, violent les victimes par les deux voies, les dépouillent et rançonnent les familles. La gorge nouée, certaines ont eu le courage de témoigner. Passé sur moi, ici au même endroit-ci, comme j'étais déjà nue, avec mon soutien seulement, c'est comme ça qu'il me jette au sol. Parce que le premier ne s'intéressait pas au sein. Lui, il voulait les seins. C'est comme ça qu'il a coupé mon soutien. Parce que j'étais restée avec le soutien. C'est là qu'il découvre qu'il y a l'argent. Il récupère, il me tape. Il dit que depuis qu'il me demande de l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent alors que j'ai plein d'argent sur moi. Je suis là, je mange avec Paul Biya. Et eux, ils dorment affamés. Je leur dis pardon. Pardon, je connais rien. Prends tout ce que tu veux prendre. Après les 30 km là, ils ont commencé les agressions. Ils ont pris tout ce qu'on avait sur nous. J'étais avec 3 filles. Ils ont d'abord pris une première piste. Aller laisser les filles là, ils m'ont pris. Moi, aller me laisser aussi en brousse. Demander une rançon de 300 000 à mes gens. Ils ont tout pris sur moi. Tout. Ils m'ont laissé avec le soutien localisant. Il me pénètre, après 2 minutes, il sort, il demande qu'il lui fasse sa pub. Il dit que papa, je ne connais pas l'autre là. Oui, il se met à me bastonner. La police nationale, par ce coup de maître, montre sa détermination à faire régner de l'ordre et la sécurité. Ils vont devoir passer devant les juridictions compétentes pour pouvoir répondre des actes qui leur sont reprochés. Depuis la Sanaga maritime, Yasser Trésor Tanon et Henri Chinda pour Canal 2 International. C'est le comble de l'horreur et on ne peut que dire prudence, davantage prudence et félicitations à nos éléments des forces de maintien de l'ordre. Félicitations, vraiment. Tout à fait. Je suis horrifié, je suis sans voix d'apprendre qu'en plein 21e siècle, il y a encore des gens qui croient qu'ils peuvent non seulement se livrer à l'extorsion de fonds qui ne leur revient pas en passant par le réseau téléphonique et espérer qu'on ne puisse pas leur mettre le grappin dessus. Et deuxièmement, violer, enfin, infliger, vous comprenez mon émotion, infliger autant d'atrocités à des femmes qui ne demandent pas grand-chose que de travailler, d'encadrer leur petite famille, de partir d'un coin à un autre, de marcher en toute liberté, comme c'est même consacré dans la Constitution, c'est-à-dire la liberté d'aller et venir, que les gens entravent cela. Deuxièmement, estorquent de l'argent pendant 2, 3, 4 mois dans l'espoir de ne pas être repérés. Je crois que... Sans compter cette fillette de 7 ans qui a été également violée dans son école. Ça, c'est incompréhensible. Dans une école en plein cœur de Douala, parce qu'en fait, l'école qu'on a indiquée, ce n'est pas une école qui est hors de la ville de Douala, c'est dans la ville. C'est à côté. Je crois quand même qu'à ce niveau-là, une petite proposition à faire à nos autorités de santé, hein, c'est-à-dire tous ceux qui vendent, parce qu'il y a certains comportements qui ne peuvent pas s'expliquer, ou à tout le moins ne peuvent s'expliquer que sous l'emprise de certains stupéfiants ou de certaines substances qui vous mettent hors de vous. Donc, par le passé, on soignait toujours. Les antalgiques ont existé en dehors de cette histoire-là, le petit comprimé que les jeunes enfants prennent pas. Du tramol. Le tramadol n'est pas le seul antalgique ou le seul analgésique, ça existe. Donc, qu'est-ce
Qu'est-ce que le gouvernement attend de recenser tout cela? Celui à qui on trouve cette histoire-là, 20 ans de prison, on modifie le code pénal. Donc ça va au moins les dissuader et faire en sorte que on ne se balade plus avec ces substances qui vous poussent à poser des actes totalement irréfléchis, totalement incontrôlés. Et malheureusement, lorsqu'on laisse maintenant, même dans nos salles de classe, nos enfants vont là-bas, même là où, madame, je suis allé tout à l'heure, je vais repartir là-bas, on est obligé de contrôler les enfants à l'entrée pour éviter que ces substances ne puissent pénétrer l'enceinte de l'établissement. C'est malheureux de le dire, mais il faut que nos autorités se mettent à la charge. Et que les parents soient davantage vigilants. Nous allons nous intéresser à quelque chose de plus gai cette fois-ci. C'est toute l'ambiance autour de Samuel Eto'o-Fils qui a remporté haut la main les élections à l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT. C'était samedi 11 décembre. Et depuis ce jour-là, c'est le banc de foule qu'on observe ça et là. Quand il va au travail, quand il sort le matin, on voit des motos qu'on appelle les Ben Skinner au Cameroun, l'escorter tel un chef d'État. On a vu également à San Melima cette semaine où il est allé rencontrer les électeurs. C'est déjà le travail qui a commencé. Et le banc de foule a donné à espérer. Et le banc de foule, jusqu'ici, on en parle et on en reparle. Je vous propose ce reportage de Marc Chouamou. Tel une rockstar, Samuel Eto'o entre à San Melima. Ils sont nombreux à être venus à l'entrée de la ville ce mercredi matin célébrer le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Il est reçu par le maire Jean-Faustin Bekono et le bureau exécutif de la Ligue régionale de football du Sud. La caravane a de la peine à se mouvoir pour l'hôtel de ville, tant la route est obstruée par les populations venues féliciter le nouveau patron du football camerounais. C'est une très grande joie pour nous, population de San Melima. Grande joie à double titre. Premier titre parce que Eto'o-Fils est une grande star mondiale. Quelqu'un qui a servi le Cameroun. Quelqu'un qui a hissé le Cameroun à un niveau très élevé à travers ses prestations et les victoires engendrées autour de l'équipe nationale. Alors, c'est une icône pour la jeunesse que nous sommes. C'est une icône pour la République. Un modèle de travail, un modèle d'abnégation, un modèle d'engagement, un modèle de patriotisme. Tour à tour, Céline Eko, première vice-présidente de la FECAFOOT et par ailleurs présidente de la Ligue régionale de football du Sud, et Samuel Eto'o s'adresse à l'assistance. Question de dire merci à une région qui lui a fait confiance avec 6 voix sur 6. Je veux saluer Madame Céline Eko pour le développement de notre football en général et le football féminin en particulier. Toute sa grandeur au football camerounais. Comme disait à une époque, le 29 dans les jeunes outres, Samuel Eto'o parvient à être un jeune dans la mise en place de la FECAFOOT. D'abord comme un enfant de la maison. Et il fait un tour à San Melima, qu'on dit de l'Afrique soit fidèle enfant, où l'hymne national est sorti. Et je pense qu'en termes d'émotion, l'émotion est grande. André Noalessian, président de la Colombe du Sud, et son équipe ont donné des présents de valeur à Samuel Eto'o. C'était tout un événement festif, la présence de Samuel Eto'o à San Melima, conclu par des scènes de danse et de liesse dans la capitale du Sud, Cameroun. Docteur Jean-Marie Biada, un vent nouveau, un vent d'espoir au regard de la liesse que la présence de Samuel Eto'o-Fils mobilise partout où il va. Ça va quand même au-delà de l'amour pour le football, non? Tout à fait. Non, Eto'o-Fils quand même, il faut le dire, c'est un jeune garçon très généreux. C'est ce monsieur-là qui mettait déjà beaucoup d'argent quand il était en activité. Il y a un lion indomptable qui est en difficulté en Indonésie. De quoi vous parlez? Eto'o-Fils a cassé la tirelire. Il y a son jeune coéquipier, Ronaldinho, qui a mal géré sa carrière, qui est tombé de dos. On l'a attrapé dans un pays avec des faux documents. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut la caution pour sortir. Et Samuel Eto'o qui intervient. Samuel Eto'o arrive. Longueur. Ils sont nombreux. Je parle à l'international pour ne plus parler à l'intérieur du pays parce que ce serait fastidieux. Donc, en fait, il a déjà préparé avant qu'il n'arrive là. Mais il faudrait qu'on indique quand même à ceux qui le regardent que à San Melima, ce n'est pas le président de la FECAFOOT qu'on recevait, c'était la poste. Il a bien dit, Marc Chouamou, son entrée, son intro, son attaque est vraiment réussie. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est connu à travers le monde entier. Mais sa position me suscite un commentaire, madame. Samuel Eto'o joue au Cameroun.
Le plus grand club dans lequel Samuel Eto'o joue s'appelle UCB. UCB, deuxième division. Et UCB n'existe plus. Samuel Eto'o a joué dans un très grand club au Cameroun. Ça s'appelle Avenir. Deuxième division. Et Avenir n'existe plus. Samuel Eto'o n'a pas joué la Coupe du Cameroun. Les éliminatoires de la Coupe de la CAF. La Coupe de la CAF, la Coupe de la CEMAC, la Coupe de l'UNIFAC. Quand on reste au niveau camerounais, Samuel Eto'o n'est pas un grand joueur. Samuel Eto'o n'est pas un grand joueur. J'ai été chez un de vos confrères où j'ai parlé de ça. Les gens ne m'ont pas compris et je profite de votre antenne pour bien expliquer cela. Mais quand vous sortez du Cameroun maintenant, on ne peut plus comparer Samuel Eto'o à un simple joueur. Ça veut dire quoi? Notre environnement dans lequel nous sommes peut conditionner le regard, la perception que les autres ont de notre talent. Donc l'environnement a un lien direct avec le talent. Vous pouvez avoir quelqu'un d'extrêmement petit de talent, mais l'environnement annihile, étouffe, neutralise ce talent-là. Voilà le cas de Samuel Eto'o fils. Est-ce que Samuel Eto'o a joué la Coupe du Cameroun? Non. Est-ce qu'il n'avait pas le niveau? Mais comment ailleurs il expose et localement il n'a pas le niveau pour jouer la Coupe du Cameroun? C'est une incongruité. Toute une incongruité, c'est pour ça que je cite son cas. Il ne joue pas en première division. Est-ce qu'il n'y avait pas des joueurs moins talentueux que lui qui jouent en première division? Il y en avait. Quand Samuel Eto'o arrive à Le Havre, bon, Le Havre, c'était un port où on amenait des nègres. Et le nègre qui devait faire 6000 km de voyage devait être costaud, gros. À l'époque, le pauvre, il n'était ni gros, ni impressionnant physiquement. Et on a dit qu'il ne sait pas jouer. Et les nanas paillons se sont échinés pour l'amener en Espagne où on regarde le talent qui n'est pas subordonné à la taille. Si le talent était lié à la taille, madame, comment vous expliquez que Lionel Messi enregistre 7 ballons d'or? Dans ces environnements, on ne regarde pas la taille, on ne regarde pas le poids, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas le nez, s'il est crochu ou écrasé. On regarde votre talent. Lionel Messi sur le terrain, c'est un génie. Tout le monde le sait. Et quand je viens donc sur notre frère Samuel Eto'o, vous voyez très bien qu'il a eu à bâtir tout à l'international. Donc s'il était resté ici chez nous, Samuel Eto'o serait passé à côté de cette grande carrière que l'on lui connaît aujourd'hui. Donc c'est une façon pour moi d'exhorter les autorités publiques à ne plus faire en sorte que tout le monde se retrouve dans la situation de Samuel Eto'o. Nous avons eu plein de joueurs qui ont explosé localement avant d'aller. Moumbou Emile, il était capitaine de l'équipe du Cameroun, là où il y avait les Roger Mila. Hein. Moumbou Emile. Les Cannabis, ils étaient là, ils avaient explosé déjà ici. La Coupe afro-asiatique, tout ce beau monde-là. Donc, les gens touchaient déjà 400 000, 500 000. Ici, il y avait déjà le professionnalisme. C'est pour ça que quand j'apprends que nous avons un championnat professionnel où on touche 36 000, je dis que si on ne regarde que le salaire, ça ne peut pas être professionnel. Merci Donc, beaucoup. je conclue avec le cas de Samuel Eto'o, que le gouvernement regarde son cas et fait en sorte que tout le monde n'ait plus besoin d'aller forcément à l'international avant de connaître le rayonnement de sa carrière, comme ça a été le cas avec le Pichichi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous ressortons avec cet élément que nous propose Aimé Catherine Moukouri. Le sol camerounais a accueilli Hakim. C'est un brillant acteur qui a fait ses classes dans pas mal de films. Hakim Kekezim, à 59 ans, la star d'Hollywood, d'origine britannico-nigériane, débarque au Cameroun pour son premier projet cinématographique dans le pays de Basek Bakobio. L'homme qui a plus de 50 films à son actif, dont des blockbusters comme X-Men Origins, Pirates des Caraïbes ou des films cultes comme Hôtel Rwanda, sera un des personnages de Nganou, le film de Kong Quintus. Je suis contente d'être ici avec mon frère. On s'apprête à faire un joli film. Le tournage a commencé et je voulais faire partie de ce projet. Quand on m'a envoyé une lettre pleine d'émotions et j'ai été touchée par sa passion. Et je suis là pour l'industrie cinématographique camerounaise. Si je peux apporter quelque chose. Un acteur pluridimensionnel, du grand au petit écran, avec des passages marquants comme dans 24 heures chrono, qui viendra apporter une touche au film du réalisateur camerounais aux nombreux prix. C'est la première fois que nous avons un acteur d'Hollywood au Cameroun. Je suis fière d'avoir mon frère ici, dont j'ai été fan pendant longtemps. Il a joué dans Gorilla. Ça va nous faire 5 jours de tournage. Avec lui, 85% du film a déjà été tourné. La production a été suspendue pour l'attendre. Le film Nganou est attendu sur le plan national et international.
C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous partons non sans dire merci au docteur Jean-Marie Biada. Il est spécialiste des questions fiscales et économiques. Il est consultant auprès des bailleurs de fonds, les donneurs d'ordre internationaux. Il a accepté commenter l'actualité de la semaine, notamment cette loi de finances qui charrie beaucoup de passion. Docteur Jean-Marie Biada, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, madame, et très content d'avoir donné les clés de lecture et de compréhension de